Bonsoir à tous, nous sommes en direct de la 12e édition de la Nuit des chercheurs à Villeurbanne et nous sommes en compagnie de Catherine Gabreux qui est chercheure en ergonomie et sciences cognitives à l'IFSTAR. Bonsoir. Bonsoir. Alors votre spécialité c'est les transports et notamment la voiture autonome. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ces voitures autonomes ? Alors la voiture autonome existe puisque à Lyon on a une petite navette Navia qui circule à Confluence. Donc on voit que c'est quelque chose qui commence à devenir concret. Elle existe pour l'instant sur des sites propres, c'est-à-dire des sites protégés où la petite navette a appris à se déplacer sur ce site et à interagir avec les piétons, avec les véhicules qu'on rencontre. Dans le futur, ce véhicule autonome, pour qu'on puisse le développer et le déployer sur le monde entier, il va falloir que le véhicule apprenne à naviguer sur des conditions de trafic bien plus compliquées. Donc en fait, les chercheurs sont là pour essayer d'améliorer les véhicules existants pour les rendre fonctionnels dans n'importe quelle circonstance et situation. Donc c'est plutôt à l'horizon 2030 qu'on parle du déploiement du véhicule autonome sur les routes, ce qu'on appelle ouvertes à tous. Et qu'est-ce qu'on appelle exactement une voiture autonome ? C'est une voiture qui conduit toute seule ? Comment est-ce qu'il y a différents... Alors on parle de voitures, de véhicules à délégation de conduite quand on a des niveaux d'automatisation qui vont monter. Alors le niveau d'automatisation le plus bas, c'est par exemple l'utilisation du limiteur ou du régulateur de vitesse. Et puis petit à petit, on va mettre des assistances qui vont faire donc le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle longitudinal, c'est juste accélérer, freiner. Puis après des assistances qui font le contrôle latéral, donc qui vont positionner le véhicule sur la voie. Et petit à petit, on monte en niveau d'assistance jusqu'à des véhicules qui vont être capables d'aller se stationner tout seul, voire de conduire réellement tout seul. Donc en fait, c'est la conduite déléguée. On délègue de plus en plus de fonctionnalités à la voiture pour arriver jusqu'à un véhicule autonome qui va conduire lui tout seul. Voilà. Donc ce qu'on appelle un véhicule autonome, en fait, c'est un véhicule dans le mot autonome, il y a deux mots grecs. Auto qui veut dire soi-même et puis nomos qui veut dire les règles. Donc c'est un véhicule qui agit et qui réagit seul en suivant des règles qui sont bien définies. Il va chercher le code de la route, mais il va chercher à percevoir l'environnement, à comprendre son environnement, à décider des choses en fonction de ce qu'il aura vu et à planifier ses actions. Il va apprendre aussi de ses erreurs, ça c'est quelque chose qui est important, et de celles des autres, que ce soit des piétons qui ne vont pas forcément interagir correctement avec le véhicule autonome au départ, ou d'autres conducteurs qui vont chercher à venir s'immiscer dans les espaces intervéhiculaires qu'il va laisser. Et puis il y a une autre fonctionnalité qui est intéressante dans le véhicule autonome, c'est que plusieurs véhicules autonomes ont la capacité de s'auto-organiser entre eux. Donc on attend du véhicule autonome qu'il aide à réduire les embouteillages, la congestion. Et il y a des gens qui ont travaillé sur des modèles qui ont montré qu'avec ce qu'on dit un taux de pénétration de 10% des véhicules autonomes, c'est-à-dire que si on introduit dans les véhicules, dans le parc automobile aujourd'hui en France, on introduit 10% de véhicules autonomes, on aura déjà de la résolution de la congestion. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ça a cette capacité de lever les embouteillages. Et comment, parce que vous êtes aussi chercheur en sciences cognitives, comment est-ce que l'homme va interagir avec la machine ? Alors là, c'est le point le plus critique, c'est de prendre en compte ces facteurs humains dans la coopération homme-machine. Et c'est une grande question parce que avec la conduite autonome, il y aura des phases de transition. Des moments où le conducteur va vouloir reprendre la main sur le véhicule autonome, et puis d'autres moments où le véhicule autonome va voir qu'il n'est pas en capacité de conduire et va devoir donner la main au conducteur. Et c'est ces phases de transition qui sont le plus critiques. On le sait de tout ce qui a été fait dans le pilotage, dans l'aéronautique depuis des années en fait, parce que les pilotes utilisent dans les avions depuis longtemps le pilotage automatique. Et on sait que ces phases, elles sont très très critiques. Et là, il reste encore beaucoup de travail à faire pour lever toutes les inconnues autour de cette coopération machine et de voir comment la reprise en main peut se passer du mieux possible. Est-ce que quand vous étiez petite, vous imaginiez les voitures autonomes et le fait que vous travailleriez en tant que chercheuse dans ce domaine? Parce que le thème de ce soir, c'est impossible. Est-ce que pour vous, c'était impossible la voiture autonome? Alors non, moi c'était impossible, je l'avais même pas conçu. Depuis toute petite, j'avais envie de faire de la recherche. Après, j'ai été attirée par la biologie, je suis allée dans une carrière en neurosciences, je suis arrivée dans un laboratoire de sciences cognitives. Mais même en arrivant dans ce laboratoire il y a une quinzaine d'années, j'imaginais
pas que je puisse travailler un jour sur cette question du véhicule autonome. Et puis petit à petit, j'ai vu apparaître des briques technologiques qui pouvaient s'imbriquer les unes dans les autres et puis offrir cette opportunité. Et aujourd'hui, c'est un moment très très excitant parce qu'on voit qu'au niveau de l'étude des facteurs humains, il y a beaucoup de choses à faire pour arriver à lever tous les verrous scientifiques, techniques, technologiques qui restent. Il y a aussi beaucoup de questions sur le droit éventuel des robots. Vous animez ce soir une médiation donc sur ce droit. L'avènement des voitures autonomes va soulever beaucoup de questions au niveau juridique. Oui, alors au niveau juridique, il y a pas mal de questions qui vont être soulevées. Les deux gros points qui posent problème, c'est de pouvoir imputer la responsabilité à quelqu'un ou à quelque chose en cas d'accident. Et puis le deuxième point, c'est de réunir des éléments de preuve sur cet accident pour que ça puisse être débattu en justice. Donc pour imputer la responsabilité, il va falloir évaluer toutes les fonctionnalités qui auront été utilisées par le véhicule autonome, donc lister toutes les tâches qui auront été déléguées à ce véhicule, qu'on sache quelle tâche a été déléguée, à qui ou à quoi, à quel organe de commande dans la voiture, à quel moment ça a été délégué, dans quelles circonstances, parce que pour l'instant on va vers un véhicule autonome qu'on va utiliser au départ dans des situations à basse vitesse ou sur autoroute, donc il y aura des circonstances particulières où le véhicule autonome est habilité à conduire. Et s'il y a un accident, il va falloir pouvoir imputer la responsabilité donc, à différents acteurs. On parle d'une imputation en cascade où le premier lieu, ce sera d'imputer la responsabilité au concepteur s'il y a une erreur de conception, ou au fabricant si c'est une erreur de fabrication, au propriétaire si c'est une erreur sur la maintenance du véhicule, ou à l'utilisateur si c'est une erreur sur l'utilisation du véhicule. Donc on voit que c'est des questions complexes et il faut pouvoir imputer cette responsabilité. Merci beaucoup Catherine Gavot. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez voir plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Lyon Capital Live. Bonne soirée. Bonne soirée.